Et s'il suffisait de goûter à cette tranche, d'à peine quelques millimètres d'épaisseur, pour se rendre compte que le pata negra est l'un des meilleurs jambons du monde. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. C'est parfait. Ça a une saveur assez érotique. C'est un peu gras, mais c'est hyper bon. On adore, le gras c'est bon. Un péché mignon dont les Espagnols auraient bien du mal à se passer. Pour l'instant, c'est impossible de trouver meilleur que celui-ci. Et si vous venez en Espagne sans y goûter, c'est un crime. Encore faut-il pouvoir se l'offrir. Comptez en moyenne 500 € le jambon. Il faut dire que sa production cache bien des secrets. Pour tenter de les percer, direction l'ouest de l'Espagne, en Estrémadure très exactement, où le cochon ibérique est roi. Ils vivent mieux que nous, ce sont des princes. Ils n'ont aucun problème, ils passent la journée à manger, boire et se relaxer. Et c'est pour ça que le jambon est aussi bon. Ils ne sont pas stressés. Ici, les animaux vivent en parfaite liberté dans plus de 1000 hectares de nature, ne se nourrissant que d'une seule chose, des glands appelés bellota. C'est cette alimentation qui donne son goût si particulier au pata negra. Ça, c'est notre secret. C'est ce qui fait l'essence du jambon. Ils en mangent entre 7 et 8 kilos par jour. Le jambon ibérique, un produit de luxe très précieusement conservé. Dans ces caves, à l'image du vin, il va se bonifier avec le temps. Avant de pouvoir les commercialiser, il faut que les jambons passent entre 7 et 8 ans dans cette cave. C'est là qu'ils prennent tout leur arôme. La famille de José produit du pata negra depuis 6 générations. Dans leur cave, près de 30 000 pièces au total, l'équivalent de plus de 10 millions d'euros, qui pendent au plafond. Regardez, celui-ci date de 2006, mais on en a un de 2013, 2007. Des millésimes qui, en plus d'être bons, selon certains spécialistes, vous veulent du bien. Le jambon, une sorte de remède à tous les maux. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un produit très sain. C'est bon pour le ventre, pour la tête. En fait, c'est que du bonheur. Seul inconvénient, il ne vous fera pas maigrir, d'autant plus que les Français comptent parmi les plus grands amateurs de pata negra, 10 000 tonnes consommées l'an dernier. Voici l'une des chasses au trésor, les plus singulières. Sans indice ni carte, Fernando et son chien gagnent pourtant à tous les coups. Oh, là on a une grosse truffe. En seulement quelques minutes, le butin s'élève déjà à 6 kilos de truffes noires, soit plus de 5 000 €. On en a des petites, des plus grosses, des rondes. C'est vraiment une belle récolte. Ça, c'est la truffe Melanosporum qu'on cultive ici. C'est notre or noir. Un or noir qui a fait la notoriété de la région de Sarrión, en Aragon, connue aujourd'hui comme la plus grande truffière au monde. Sur cet Eldorado de 6000 hectares, des chênes truffiers à perte de vue. Julio est l'un des premiers trufficulteurs de la zone. L'an dernier, il a récolté sur ses champs près d'1 tonne de truffes. Cette zone a un climat et un sol qui ne permettent qu'une seule culture, celle de la truffe. Donc, il y a 20 ans, nous avions deux options. Ou on se lançait dans l'aventure de la truffe, ou on quittait ces terres, car on ne pouvait plus se nourrir. Et le pari s'est avéré très rentable. Aujourd'hui, en une seule journée de récolte, Julio peut gagner plus de 10 000 €. Et voilà, 5 kilos de truffes, et elles sont bien fraîches de ce matin. Vincent est importateur de truffes. Et s'il vient se fournir ici, ce n'est pas par hasard. Voilà, on voit qu'elle est bien noire. L'Espagne a su à la fois préparer ses sols au niveau de l'irrigation, préparer ses sols en les aérant et obtenir des quantités qui sont intéressantes et qui permettent de subvenir aux besoins du marché mondial aujourd'hui. De la quantité, mais aussi de la qualité. Je mets quiconque au défi de pouvoir me dire si la truffe est française ou espagnole. On est capable d'avoir une qualité qui est identique à ce qu'on appelle la truffe du Périgord. Dans ces serres,
La molécule de la truffe noire est en fait directement greffée aux racines de l'arbuste. À partir de la graine, on fait grandir la plante et ensuite, puisque c'est une plante qui peut s'associer à d'autres, on procède à une mycorhisation, c'est-à-dire qu'on associe de la truffe directement aux racines du chêne. Et une fois le procédé terminé, la rentabilité de ces arbustes est impressionnante. En à peine 4 ans, ils donneront déjà leur première truffe. Entourés par des vagues de 6 mètres de haut, sans aucune protection, ces pêcheurs espagnols risquent chaque jour leur vie pour récolter l'un des crustacés les plus rares et les plus chers, le pousse-pied. C'est l'une des pêches les plus extrêmes, car le pêcheur est debout en équilibre sur ces rochers et ils sont parfois très anguleux, abrupts. Alors quand il doit se mettre à courir pour échapper aux vagues, cela peut devenir extrêmement dangereux. Nous sommes en Galice, au nord de l'Espagne, où poussent les plus beaux spécimens de pousse-pied. Problème, leur accès est très difficile et chaque hiver, des accidents ont lieu. Il y a 2 ans, un de ces pêcheurs est mort. Il est tombé d'un rocher et personne ne l'a vu chuter. Voilà pourquoi ici, comme Pablo, ils ne sont qu'une poignée à braver les vagues de l'Atlantique. Ça, c'est un très beau pousse-pied. En à peine quelques secondes, ils repèrent puis détachent le crustacé. En hiver, c'est très compliqué. La mer est un lieu de travail qui n'offre pas de seconde chance. Et si ces pêcheurs prennent autant de risques, c'est que le pousse-pied est un peu le caviar espagnol. En période de fête, son prix atteint des records. C'est l'or noir de Galice. J'en ai acheté 10 kilos pour 1 000 €. Un prix qui s'explique notamment par son goût si particulier. Très iodé, il peut se manger cru ou cuit dans de l'eau chaude. Dans tous les cas, il n'y a plus qu'à croquer. Si bon qu'il ferait presque oublier le danger de sa pêche, qui a tout de même donné à la côte galicienne le surnom de Côte de la Mort. De l'autre côté des Pyrénées, c'est la star des fêtes de fin d'année. Une friandise incontournable que l'on dévore quitte à s'y casser les dents. À Noël, tous les Espagnols craquent pour le turrón. Je ne peux pas imaginer un Noël sans manger de turrón, un Noël où il n'y aurait pas de turrón à table. Avant, le turrón était un produit cher, et ce n'est qu'à Noël que les familles se permettaient le luxe d'en acheter. Alors en ce moment, les fourneaux tournent à plein régime dans cette usine spécialisée, plus 80% d'activité au mois de décembre. Et voici les 3 ingrédients indispensables. Nous fabriquons le turrón à partir d'amandes, de miel et de sucre. C'est ensuite le maître touronnier qui prend les choses en main. Tout se joue à la cuisson, et là, c'est à la minute près. Il faut le sortir au bon moment, sinon vous avez du chewing-gum entre les mains. Chaque jour, 10 000 tablettes sortent de cette usine, l'une des plus grandes et des plus modernes du pays. Mais la recette, elle, n'a pas changé depuis des siècles. Le turrón est un produit qui nous vient des Arabes. Depuis, on a conservé cette tradition. À Alicante et à Girona, nous avons toujours eu des amandiers. Nous nous sommes donc rendus dans le berceau du turrón, dans la région de Valence, à Girona précisément. Dans cette petite ville de 7000 habitants, c'est bien simple, 60% de la population travaille à sa fabrication. J'ai grandi dans une usine à turrón, au milieu des amandes, du sucre et du miel. Rien qu'ici, l'on compte pas moins d'une vingtaine de producteurs. Nous nous trouvons dans une petite usine familiale de turrón. Accompagnez-moi. Et tous, bien sûr, prétendent détenir la meilleure recette du monde. Il faut beaucoup de soins et de passion.
faire les choses bien. C'est une fierté, un honneur et une responsabilité, car nous devons être à la hauteur de nos prédécesseurs. Nous ne résistons pas à l'envie de nous offrir quelques tablettes pour les fêtes. Pour cela, direction Madrid. Bonjour, bienvenue au magasin de Tourone le plus grand au monde. Il fait 600 mètres carrés. Plus de 500 variétés différentes, presque, à en donner le tournis. Nous avons un Tourone au fromage, à la pâte de coin et aux noix, mais aussi des biscuits de Tourone, à la pistache et du Tourone au chips. Ici, il y a donc un Tourone pour tous les goûts. Et le plus dur, c'est de choisir, alors il va falloir mettre les papilles à l'épreuve. J'ai toujours aimé le typique Tourone à l'amande, mais j'aime aussi les nouveaux parfums du Tourone. Une gourmandise visiblement partagée avec les Américains et les Français. Ils sont, hors Espagne, les plus gros consommateurs de Tourone. C'est sans doute la recette la plus typique de la cuisine espagnole. La paella, un plat qui se partage entre amis, qui sent bon l'été et se savoure jusqu'au dernier grain de riz. La paella doit se manger directement dans le plat, pas dans une petite assiette. Et au moins une fois par semaine. Ça fait vraiment partie de notre identité, dans tout le pays. On fait des bonnes paellas un peu partout. Mais si tu veux vraiment en manger une excellente, tu dois venir ici à Valence. Car il est bien ici, le berceau de la paella. Au marché central de la ville, tout le monde connaît la recette, ou plutôt sa recette. Et l'on comprend très vite que pour les Espagnols, le sujet est sensible. C'est vraiment un thème qui prête à controverse. Aux dernières nouvelles, on ne met pas de chorizo dans une paella. Non, 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 pas chez moi. À Madrid, ils te mettent du poivron dans une paella valencienne. Quelle hérésie! Il ne faut jamais faire ça, jamais. Mais alors, quels sont les ingrédients indiscutables de la paella originale? C'est un plat qui est né à la campagne. On y mettait ce qu'on avait dans les fermes. Et qu'est-ce qu'on avait? Du poulet et du lapin. Pour mettre tout le monde d'accord, rendez-vous avec une Valencienne pur jus. Dans la famille d'Eva, on se transmet la recette depuis des générations. Elle va nous aider à sélectionner les meilleurs produits. Ici, c'est un marché authentique, avec une clientèle d'habitués. Et elle nous fait gagner du temps. Dans la véritable paella valencienne, contrairement à une idée reçue, pas de fruits de mer, nous commençons directement par la viande. Nous, on n'aime pas mélanger le poisson et les coquillages avec le poulet et le lapin. La paella mixte, c'est juste interdit. Nous avons besoin d'un autre ingrédient. Bien dosé, il fera toute la différence, le safran. Avec tout ça, on pourrait faire 1000 paellas. Quelques brins suffisent à donner cette couleur jaune si caractéristique. Avec juste une pincée, son arôme se libère et vous sentez la différence. Direction maintenant l'un des plus célèbres restaurants de Valence. Pour mélanger tous ces produits, nous allons nous en remettre à l'une des plus grandes expertes en paella. Ici, nous avons la Coupe du Monde de la Paella 2020. Maintenant, suivez-moi et je vous donne quelques conseils si vous voulez essayer de la gagner vous aussi un jour. Championne des fourneaux, Chabé peut jongler entre 15 paellas en même temps. Et à chaque fois, le même rituel minutieusement répété. Ce que l'on fait, c'est ajouter des saveurs. L'ordre est très important. D'abord l'huile d'olive, puis le sel, la viande, les légumes, et on termine toujours par le riz. Comptez 16 à 20 minutes pour la cuisson du riz, qu'il faut répartir uniformément dans le plat. Et pour cela, notre chef a un petit secret. Il vaut mieux lâcher la spatule et prendre 2 serviettes dans ses mains pour remuer tout doucement comme cela, pour ne pas éclater les grains. Un riz bien particulier, le bomba, cultivé à quelques pas d'ici, dans la zone marécageuse de l'Albufera. On a un proverbe ici qui dit « Si tu veux du poisson, il faut accepter de se mouiller les fesses ». Pour le riz, c'est un peu pareil. Dans la famille de Miguel, on sème ici de père en fils. Son entreprise produit chaque année 2000 tonnes de riz et la plupart de ces grains termineront en paella. Pour faire une bonne paella, tout commence avec un bon riz. Et celui-ci absorbe totalement les saveurs. Et en même temps, les grains ne collent pas, ils ne se transforment pas en pâte.
Les Valenciens sont tellement fiers de leur paella qu'ils ont demandé à ce qu'elle soit reconnue patrimoine immatériel de l'humanité, dans sa recette originale, bien entendu. Voilà une fleur que vous ne retrouverez chez aucun fleuriste. Il faut dire que vous en offrir un bouquet vous coûterait plusieurs centaines d'euros. À l'intérieur des pétales se cache en réalité du safran, épice la plus chère au monde. Nous sommes dans la Mancha en Espagne, l'un des premiers producteurs de cette épice en Europe. La fleur, c'est les pétales et surtout le pistil. C'est ça que nous recherchons, en rouge, le safran, qu'on surnomme ici l'or de la région. De l'or rouge qui s'échange plus de 6 000 euros le kilo, un prix justifié par son rendement relativement avare. Il faut récolter 250 000 fleurs comme celle-ci pour produire 1 kilo de safran. Mais avant, le pistil doit encore être séparé des pétales. Une étape qui, même au XXIe siècle, se fait encore du bout des doigts. Il faut prendre la fleur. Avec une main, on la tient, et avec l'autre, on écarte les pétales pour sortir le pistil. C'est très répétitif, mais moi j'adore. Une dextérité qui a permis à l'entreprise de produire 1 tonne de safran l'an dernier. L'équivalent d'1 million de bocaux comme ceci. On exporte en Europe, mais aussi aux États-Unis. Je crois qu'à l'étranger, on apprécie le safran de la Mancha. À tel point que certains, pour le mettre en avant, n'hésitent pas à organiser des dégustations. Dans ces verres du safran infusé qu'il faut, à l'image du vin, goûter, puis comparer. Vous allez voir, il y en a un plutôt fleuri et l'autre assez amer. Il n'y a pas 2 variétés similaires de safran. D'un pays à l'autre, ils ne se ressemblent pas du tout. C'est exactement comme avec le vin. Mais le safran ne se limite pas aux seules frontières de la cuisine. Il peut en fait, selon ce scientifique, soigner bien des maux. Cela permet d'améliorer l'humeur, de soigner les dépressions mineures et les anxiétés. Enfin, ça améliore la qualité du sommeil. Des bienfaits qui, pour se ressentir, nécessitent tout de même de transformer le produit naturel. Ainsi, de ces herbes, nous obtenons un échantillon liquide, où le safran est en forte concentration dans l'eau. Le safran, un super aliment de plus en plus apprécié des consommateurs. En 10 ans, la production espagnole a plus que doublé. Astucieusement découpé, il est presque impossible d'y résister. Avec sa chair juteuse et sucrée, voici l'un des fruits exotiques par excellence, la mangue. Comment sont les fruits? Nouvel-Or du sud de l'Espagne. Elles sont belles. Nous sommes à quelques kilomètres de Malaga, à la pointe de l'Andalousie, la seule zone d'Europe où sont aujourd'hui cultivées des mangues, sur des centaines d'hectares. On se trouve vraiment dans un lieu privilégié, avec un climat méditerranéen qui est parfait pour la culture de la mangue et des autres fruits exotiques. Une zone si réduite qui rend impossible la concurrence avec les leaders du marché, comme le Brésil ou l'Inde. La production espagnole est 100 fois moins importante. Regardez cette couleur. La mangue est bien mûre et chaque jour, j'en ramasse 7 à 800 kilos. Alors pour se distinguer, il mise sur le goût et un avantage de taille, ou plutôt de distance. Ce qui fait vraiment la différence entre la mangue espagnole et les autres, c'est que nous récoltons le fruit quand il est parfaitement mûr. Parce que nous ne sommes qu'à 3 ou 4 jours de nos clients européens. Une qualité supérieure qui a un prix. Dans cette coopérative, la mangue coûte en moyenne 10 € le kilo, 2 fois plus que ses concurrentes. Pourtant, les clients ne manquent pas. Le fruit s'exporte dans toute l'Europe. C'est riche en fibres, en antioxydants, en vitamines. Et l'agence médicale espagnole vient juste de le reconnaître pour ses bienfaits pour le cœur. Des bienfaits qui, accompagnés de son goût si exotique, font de la mangue le nouveau fruit à la mode. Un fruit qui devrait rapporter cette année à l'Espagne près de 40 millions d'euros. En été, dans le sud de l'Espagne,
il est incontournable. En une semaine, j'en prends au moins 4 fois. Pour moi, ça fait partie du patrimoine gastronomique espagnol. L'année dernière, la consommation mondiale de gazpacho a augmenté de 20%. Un succès croissant qui séduit de plus en plus les Français. Alors, comment est-il fabriqué? Comment expliquer les différences de prix du simple au triple? C'est ce que nous avons voulu savoir. Direction Séville, dans l'une des plus anciennes usines de gazpacho andalou. Là, ce sont 300 litres qui partent pour la France dans un supermarché juste à côté de Paris. Ici, 1 million de litres de gazpacho frais sont produits chaque année. 20% partent à l'export, essentiellement pour la France. Les Français savent bien faire la différence entre d'un côté les produits frais et de l'autre les produits pasteurisés. Les gazpacho frais ne sont produits qu'avec des tomates, des poivrons, des concombres entiers. Leur prix moyen oscille autour des 4 €. Les gazpacho longue conservation, eux, sont bien moins chers. Les produits qui se vendent à 1,20 € ou 1,30 € sont des gazpacho faits avec des conservateurs, des colorants et du concentré de légumes. Pour tester les différents produits, nous avons fait appel à une experte incontestée. Je voudrais 2 kilos de tomates de la région. Charo Barrios, présidente de l'Académie du gazpacho andalou. À l'aveugle, elle va goûter plusieurs gazpacho. Elle commence par une brique longue conservation, le moins cher. L'huile d'olive est de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'acidité. C'est trop sucré. Le deuxième est un produit industriel frais. Celui-là est bien meilleur que le précédent. Aucun doute. Le troisième est fait maison. Il est très rafraîchissant. Vraiment délicieux. On l'aura compris, le prix est un facteur déterminant pour évaluer la qualité d'un gazpacho. L'année dernière, 117 millions de litres de la fameuse soupe froide andalouse ont été vendus à travers le monde.